Bonjour Guillaume Lequinf. Bonjour Gaël. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes le dirigeant de Nestlé en Europe. Alors Nestlé, je ne sais pas s'il y a besoin de le rappeler, mais je le fais quand même, numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Vous avez aussi un fort ancrage en France. Vous avez 14 usines. Et vous-même, vous avez un fort ancrage bien sûr en France et aussi en Bretagne. Vous êtes breton et votre famille a travaillé dans l'agriculture. Racontez-nous ce lien spécial. Bonjour et merci de m'accueillir déjà et bonjour à tous. Et c'est effectivement toujours un plaisir, une émotion de revenir en Bretagne, parce que je suis né à Rennes, donc c'est un retour aux sources. Mes grands-parents habitaient à Cesson d'ailleurs. Ah ben voilà, Voilà, il y a des Cessonnais là-bas, donc. Donc voilà, ouais, l'histoire. Et mes grands-parents paternels étaient dans le centre-Bretagne, agriculteurs, donc j'ai quitté la Bretagne depuis longtemps, depuis plus de 30 ans. Toujours très très heureux d'y revenir. Oui, parce que maintenant vous travaillez en Suisse, donc vous travaillez en Suisse pour Nestlé. Nestlé, c'est des marques qui font partie de notre quotidien, KitKat, Chocapic, Nesquik, Maggi, Épar, Purina pour nos animaux. Bref, je ne vais pas toutes les citer parce que vous en avez 2000 dans le portefeuille. Ça ne vous empêche pas de vous transformer. Vous annoncez un grand plan d'investissement et de transformation, surtout sur 5 ans, d'investissement dans vos marques et de transformation. Pourquoi et comment ça va se traduire ? On se transforme en écoutant nos clients et les consommateurs. Donc, ces derniers mois, moi j'ai pris le job il y a 18 mois, donc je suis allé un peu partout en Europe. J'ai écouté beaucoup de consommateurs, essayer de comprendre quels étaient les niveaux d'attente. Et en fait, on a reconstruit une stratégie sur une vérité consommateur qui me paraît essentielle en ce moment, qui a sans doute été accélérée pendant et après le Covid. C'est que vous avez en Europe 9 consommateurs sur 10 qui souhaitent accéder à une alimentation saine et seulement 1 sur 10 qui vous dit qu'il le pratique au quotidien. Donc il y a une déconnexion totale entre le niveau d'attente et ce que les gens pratiquent. Donc on a redéfini une stratégie en disant notre mission c'est de procurer aux gens, aux familles en Europe, une alimentation saine et irrésistible. Je vais peut-être expliquer pourquoi. Quels sont les éléments de la recette? En fait, il y a 4 ingrédients dans la recette que vous devez retrouver dans une assiette. La première, c'est l'alimentation saine. Mais les gens vous disent, je ne ferai jamais de compromis sur le goût. C'est-à-dire que la santé, oui, mais le goût avec. Je veux des choses pratiques. Si vous regardez les 10 dernières années en Europe, on avait 3 repas par jour. On est passé de 3 à 4 à 5. Donc on mange plus souvent. Donc ça doit être pratique et ça doit être abordable. Si vous regardez le budget disponible pour une famille européenne pour un repas sain et équilibré, c'est environ 7 alors le besoin c'est 7 euros et le montant disponible c'est 5 à 6 euros. Donc il y a aussi là une déconnexion entre le budget disponible et le coût d'un repas équilibré. Mais donc, alimentation saine, goût, praticité et affordability, comment on dit, l'accessibilité. Doivent être réunis dans une seule recette. D'où cette nouvelle stratégie pour Nestlé en Europe. Alors cette nouvelle stratégie, elle passe notamment aussi par les agriculteurs, par le rapport au sol. Déjà, je veux bien que vous nous redonniez en quelques chiffres votre approvisionnement, parce qu'en fait, c'est aussi pour sourcer pour vos usines. Et le lien que vous avez avec eux, est-ce que vous attendez des agriculteurs dans cette époque ? Alors, l'alimentation saine, nous sommes convaincus que ça démarre par la santé des sols. D'où notre engagement dans la transition vers une agriculture régénératrice. Donc pour vous donner quelques chiffres, puisque c'est ça la question, en Europe, c'est à peu près 3 millions de tonnes d'ingrédients sourcés tous les ans, à peu près 400 000 en France. C'est en Europe un peu plus de 20% qui viennent de fermes régénératrices. Bonne nouvelle, en France, on est déjà à 40%, donc on est en avance en France. Et l'ambition, c'est de doubler. C'est de doubler le volume sourcé depuis des fermes régénératrices. C'est environ 1500 fermiers, agriculteurs en Europe qui font partie de ce programme. Et si nous voulons passer à 50% de nos approvisionnements en Europe, il va falloir convaincre 1000 agriculteurs supplémentaires de nous rejoindre. Alors comment on les convainc ? On sait que c'est quand même beaucoup de temps passé, d'investissement pour les agriculteurs qui s'engagent. Qu'est-ce que vous proposez pour les accompagner ? D'abord, revenons aux consommateurs.
Je pense qu'on sera tous convaincus dès lors que le consommateur est convaincu des bienfaits de l'agriculture régénératrice, tant en goût qu'en apport nutritionnel. Donc si le consommateur le demande, on a tous intérêt à s'inscrire dans cette logique. Donc pour les évidemment, on pense que l'agriculture régénératrice est une solution, c'est pas une utopie. En revanche, il n'y a pas de transition agricole si les agriculteurs ne sont pas gagnants. Donc on doit les accompagner. Et donc sur ces 1500 agriculteurs qui sont dans le programme, on a commencé à récupérer quelques analyses, quelques faits intéressants. Dans les panels que nous avons suivis, les 3 à 4 premières années, on voit une diminution de la productivité, une perte de l'ordre de 100 à 150 euros par hectare. Et on voit qu'en année 5, l'agriculteur est bénéficiaire. Il gagne entre 50 et 70 euros par hectare. Donc il y a cette courbe, cet accompagnement à couvrir. Et donc évidemment, on est là avec eux. On verse des subventions entre 4 et 10 000 euros par ferme, selon la surface et les volumes produits. Et puis on amène une assistance technique, des outils. Donc en gros, on démarre ensemble et on traverse ces 3 à 4 années ensemble pour être en année 5 plus résilient, plus profitable. Et tout ceci, vous le disiez, c'est dans l'idée aussi d'aller au plus près des attentes de vos consommateurs. Quel impact pour eux aura ce nouveau plan ? Écoutez, si je reprends les 4 ingrédients, la santé, donc la qualité, le goût, l'accessibilité et la praticité, à partir du moment où on arrive à faire ça, et on voit bien que l'agriculture régénératrice fait partie des ingrédients, on sera plus en résonance avec ses consommateurs. Donc, quand je vous dis qu'on veut passer de un peu plus de 20% à 50% d'approvisionnement régénératif, à partir du moment où le client, le consommateur est demandeur, je pense que l'objectif ne peut être que 100%. Et au contraire, si nous n'écoutons pas ces attentes et que nous ne réconcilions pas les 4 ingrédients, ça sera plus compliqué et pour nous et pour le monde agricole. Et on voit bien, et c'est l'enjeu que tout le monde évoque, que toutes les entreprises de l'agroalimentaire évoquent ici, c'est la question de l'innovation, la question aussi de revoir ces recettes pour les rapprocher des attentes des consommateurs. C'est aussi quelque chose que vous avez prévu de faire dans le cadre de ce plan. Alors, quand on parle d'alimentation saine, j'ai parlé de la santé des sols, qui est un point de départ incontournable et absolument nécessaire. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut encourager les consommateurs à cuisiner eux-mêmes des ingrédients frais. Quand vous prenez la gamme Maggi, les 3/4 de cette gamme sont des invitations à cuisiner à la maison des produits frais. Le quart qui reste est donc là dans une logique de praticité, prêt à la consommation. Et là, on doit travailler sur des recettes plus saines. On a à peu près revu la moitié des recettes sur ces 5 dernières années en diminuant et le sel, le sucre et les acides, les graisses. Et tout ce qu'on va faire maintenant en termes d'innovation, on va lancer à peu près une vingtaine de produits l'année prochaine, seront tous en Nutri-Score A et B. Je sais qu'il y a parfois débat, discussion autour du Nutri-Score. Nous, on y croit, on l'a implémenté en 2019 et on pense que c'est un cadre de réflexion et de décision d'achat du consommateur suffisamment clair. Donc les 2/3 de ce prêt à manger, pour nous, est aujourd'hui en A et B et toute l'innovation sera en A et B sur Nutri-Score. Et puis après, vous pouvez aussi renforcer ou enrichir vos recettes avec plus de fibres, par exemple. 70% des consommateurs européens présentent un déficit en termes de consommation de fibres. 90% ne sont pas au courant. Donc on a aussi un devoir non seulement de revoir nos recettes pour enlever les ingrédients dont on ne veut pas, mais aussi travailler sur enrichir ces recettes des ingrédients qui sont nécessaires à la population et aux familles européennes. Alors on parle de consommateurs, on parle aussi de confiance des consommateurs. C'est vrai que Nestlé a été confronté à un scandale dans le domaine de ses eaux en bouteille. Alors je précise que ce n'est pas dans votre périmètre, mais c'est vrai qu'en France, ça a eu quand même une résonance particulière. Comment on traite ça aujourd'hui et est-ce que c'est derrière vous ? Bon, ça a toujours une résonance particulière et je peux vous dire que ça a une résonance en interne également. Ça fait 27 ans que je travaille chez Nestlé, donc j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes qui sont plus que convaincues et engagées autour de la qualité, de la santé.
Il n'y a pas une réunion chez moi qui ne démarre pas, avant de parler business, par un point qualité. Donc c'est ancré. Donc quand une affaire comme ça surgit, c'est effectivement extrêmement troublant. D'un côté, c'est rassurant de savoir que la qualité et la minéralité des eaux n'ont jamais été questionnées. Elles ne sont pas questionnées et ça a été revalidé récemment. En revanche, ça s'est fait au prix d'un problème réglementaire qui n'a pas été respecté. Et ça, c'est un problème. Si nous voulons gagner la confiance des consommateurs et la mériter, nous devons être irréprochables. Donc, qualité, oui. Sécurité, oui. Mais réglementation aussi. Et ce point-là, il faudra qu'on le traite. On est en train de le traiter. Mais il y a eu un problème qu'il ne faut pas minimiser. Merci pour votre retour. Alors moi j'ai encore plein de questions à vous poser, Oui, mais je vois que Gaël, voilà. Et le temps passe vite, on va prendre quand même quelques questions Public. du public. Alors, il y a beaucoup de questions sur la ferme régénératrice. On nous demande qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme. Écoutez, je ne suis pas un expert, donc je peux vous dire ce que moi je vois sans prétendre avoir complètement raison. Quand on regarde une ferme régénératrice de notre point de vue aujourd'hui, on est plutôt sur une logique de pratique agricole. Rotation, couverture des sols, labour. Donc ça, c'est la définition actuelle. Ce qu'on voit venir, et on a bien vu qu'il y avait des discussions au niveau de la Commission européenne, que la définition va évaluer beaucoup plus sur une logique d'outcome, de résultat. Donc on est évidemment sur cette logique. Je viens d'avoir une conversation avec nos amis de Bleu Blanc Clair avant de venir ici, où on parlait de la comparaison de tomates en termes d'apport nutritionnel, de goût. Et il semble, d'après les chercheurs, et ce n'est pas moi qui le dis, qu'il devienne de plus en plus évident qu'une tomate venant d'une ferme régénératrice présente beaucoup plus de bénéfices santé et nutritionnels et de goût qu'une pratique conventionnelle. Donc, on va aller dans cette logique de résultat plus que de pratique. Et puis voilà. Après, l'idée, c'est d'inviter ces exploitants agricoles et puis petit à petit de mettre en place ces pratiques. Une question qui rejoint la séquence précédente. Et si vous communiquiez directement sur vos produits, sur la part du prix touché par les agriculteurs? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Hein. Ce n'est pas forcément la réponse immédiate. Vous en avez parlé, quelle évolution de vos gammes ultra transformées vers des produits peu transformés? Bon, déjà, vous citez le terme ultra transformé. Je voudrais juste faire peut-être une petite pause là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de produits ultra transformés. Moi, je pense que la question, c'est de savoir comment ils sont transformés, avec quels ingrédients, plutôt que de parler de... Pour moi, c'est la liste des ingrédients qui est la plus importante. Cuire, déshydrater, geler ou congeler, c'est un process. Donc la question, c'est d'avoir le bon process. Et pour ce qui nous concerne, si vous prenez les produits ou les recettes telles qu'on les a revus, 100% des colorants artificiels, par exemple, ont été exclus de nos recettes. 80% de nos recettes ne comportent plus d'ingrédients, de conservateurs ou d'additifs. Alors on va essayer d'aller à 100%. Mais c'est ça la question de la transformation, c'est quels ingrédients vous gardez et quels sont ceux que vous enlevez. Une question, vous avez 2 heures. Capitalisme et transition agroécologique sont-ils compatibles? Vous pouvez recommencer? Capitalisme et transition agroécologique sont-ils compatibles? Je pense qu'ils sont non seulement compatibles, mais ils sont nécessaires et ils doivent travailler ensemble. Je pense que de toute façon, l'agriculture conventionnelle sera de toute façon challengée dans les années à venir. Et je pense que l'agriculture régénérative, apportant plus de bénéfices aux consommateurs, aura beaucoup plus de succès avec nos consommateurs et on sera tous gagnants à transitionner vers ce type d'agriculture. Allez, il nous reste 1 minute. C'est une question. J'ai lu quelque part que vous aviez une ferme en Colombie. Vous avez lu ça? Oui, j'ai lu ça. Je lui ai donné un petit scoop. Oui, j'ai essayé de
J'ai essayé de mettre en pratique. Et j'ai essayé de me rapprocher de la terre. Alors en Colombie, pourquoi? Parce que j'ai été 15 ans dans le café et que Ah oui. nous en avons fait un projet familial, évidemment pas seul, avec une famille colombienne. Mais quelle leçon d'humilité! Quelle leçon pour apprendre l'exigence de la terre. Donc je vous donne juste un exemple. Ce projet, on l'a démarré il y a 8 ou 9 ans maintenant. Et l'année dernière, pour la première fois, alors j'y vais un peu moins maintenant que je suis en Europe, j'y allais plus quand j'étais aux États-Unis, mais on me dit la ferme est profitable. C'est la première fois. Et donc la question qui suit, j'ai dit mais qu'a-t-on fait? Et la réponse était la nature a été généreuse. Et ça vous rend humble. Merci beaucoup Guillaume Lequinf, président de la zone Europe chez Nestlé. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.